Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady Vous Écoute. Notre sujet aujourd'hui s'intitule « La femme et l'eau en Afrique ». En effet, un sujet que nous avons déjà de manière transversale eu à aborder dans le cadre de notre émission quotidienne. Et aujourd'hui, à la faveur d'une rencontre qui se tient précisément demain, vendredi, le 30 mars 2012, de 14h à 13h, à 18h exactement, au Pavillon de l'eau. C'est dans le 16e arrondissement à Paris, se tient donc une conférence qui s'intitule « La femme et l'eau en Afrique ». Nous sommes là pour en parler, pour en reparler, pour montrer du doigt ceux des aspects qui ne sont pas nécessairement favorables à la gente féminine. Nous parlons là de la pénibilité du travail. Aller chercher de l'eau à des années-lumière de l'où on habite, c'est un tout petit peu difficile. Nous avons deux invités sur ce plateau aujourd'hui. Madame Elisabeth Crossade, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenue nous voir. Vous étiez passée sur notre plateau alors que vous partiez en Côte d'Ivoire. Vous nous direz si c'est de ce voyage-là que s'est organisée cette conférence. Vous n'êtes pas venu seul sur ce plateau. Avec nous aujourd'hui, Monsieur Ibrahimane Berté. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci d'être présent avec nous. Vous êtes le directeur général adjoint de l'ONEP à Abidjan, l'Office national de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Je vais y arriver. Merci à vous d'être présent. Vous allez participer à cette conférence et nous sommes là pour en parler. Bien évidemment, nous sommes en direct. 01 45 55 76 87, un numéro que vous connaissez désormais par cœur, une adresse internet aussi. ladyvousécoute@telesud.com pour pouvoir nous adresser vos suggestions, vos questions sur ce sujet. Alors, on va revenir en arrière. Vous êtes la présidente de Think Africa, qui est un cercle de réflexion. Pensez l'Afrique autrement. Voilà, donc je suis la présidente de Think Africa, dont le slogan est « Pensez l'Afrique autrement ». Pensez l'Afrique, j'ai dit toujours « Pensez l'Afrique » avec un A, donc « Pensez les plaies » et « Pensez l'Afrique » avec un E, donc réfléchir. Et donc nous accompagnons des projets à valeur ajoutée et dont le focus est la potabilisation de l'eau potable. Et voilà, donc nous travaillons, effectivement, M. Berté est là aujourd'hui parce que nous travaillons en Côte d'Ivoire avec l'Office national de l'eau potable, qui est notre partenaire local. Et nous avons aussi décidé d'organiser une conférence parce qu'en fait, le mois de mars, il n'y a pas longtemps, il y a eu la conférence, le 6e Forum mondial de l'eau qui s'est passé à Marseille. Et donc, nous avons jugé bon aussi de penser aux femmes en Afrique et de traiter un thème sur la femme et l'eau en Afrique. La question. Vous nous direz tout à l'heure quelles sont les spécificités de votre approche, parce que dans cette foison de conférences, on se dit que d'eau, on a du mal à garder la tête hors de l'eau, c'est le cas de le dire. Monsieur Berté, est-ce que la thématique des femmes au cœur de cette conférence vous parle dans votre fonction? Tout à fait, madame. Je voudrais vous remercier donc pour cette question-là. La corvée de l'eau, il faut reconnaître, pèse sur les femmes. Donc la mission de l'ONEP qui consiste à approvisionner les populations ivoiriennes en eau potable, évidemment, tend à régler cette question, tend à soulager les femmes de cette pénibilité-là. On nous dit impact sur l'environnement. Quel impact sur l'environnement? Est-ce que le fait que les femmes aillent chercher de l'eau est néfaste pour l'environnement, même si cela est bénéfique pour les populations? Quel est le lien qu'il y a entre les deux? C'est néfaste pour l'environnement parce qu'elles mettent du temps à aller chercher de l'eau. Donc, c'est en moins de la scolarisation pour elles, parce qu'il faut le dire, hein, la corvée de l'eau, je l'ai dit tantôt, pèse sur les dames. Donc, aller chercher de l'eau qu'on ne trouve pas les rend indisponibles pour d'autres activités économiques, par exemple, ne serait-ce que ces cas-là. J'avais une petite vidéo pour vous faire une mise en bouche, comme on dit. Nous allons parler d'eau, mais avant que d'avoir l'eau à la bouche, regardez avec nous une petite surprise de la Commission européenne. Je voudrais que vous découvriez quelque chose d'assez inattendu, des personnes qui vont chercher de l'eau et comme cela, la réflexion peut-être se fera toute seule. S'il fallait tous les jours, où que l'on soit sur la planète, aller chercher de l'eau pour faire son quotidien, on comprendrait que c'est autre chose que d'avoir de l'eau de toilette, mesdames. Regardez. Une femme africaine marche 2600 km par an pour aller chercher de l'eau, pour assurer les besoins vitaux des siens, boire, cuisiner, se laver. Imaginez votre monde sans infrastructure, sans route, sans téléphone, sans électricité. Connectez l'Afrique. L'Europe se mobilise. Retour sur notre plateau dans le cadre de cette discussion que vous suscite cette vidéo, des images qui sont inattendues.
Oui, inattendu, mais pas jamais vu. Ouais. Parce que, bon, je pense qu'en Afrique, on a des situations pires, hein, des situations pires justement pour la recherche de l'eau, pour la quête de l'eau potable. Vous savez, en Afrique, je parlerai du cas de la Côte d'Ivoire, les dames, elles passent 70% de leur temps à aller chercher de l'eau. Et c'est 70% du temps en moins pour faire autre chose. Et donc, je peux vous dire, si ces images-là, c'est vrai qu'elles sont saisissantes, mais elles restent, elles ne sont pas les plus fortes qu'on ait vues. Elles deviennent saisissantes parce que les personnages que l'on voit, les femmes en l'occurrence que l'on voit là, ne sont pas des femmes africaines. On voit un tout autre contexte. C'est peut-être cela qui retient l'attention. On aurait vu des femmes du village, on aurait trouvé cela tout à fait normal. Finalement. Oui, j'avoue que lorsque j'ai regardé cette image, j'ai l'impression que c'est un montage, hein, parce que lorsqu'on voit ces dames-là avec des seaux sur la tête, avec autour des buildings, bon, je pense que j'ai l'impression, et je vais vous dire franchement, que c'était pour le besoin de l'émission. Mais par contre, concernant le problème africain, c'est une réalité, je dirais, implacable. Une vidéo donc de la Commission européenne qui n'était pas réalisée pour les besoins de cette émission précisément, mais dans le cadre de la sensibilisation pour que les personnes africaines ou non africaines qui sont sous d'autres cieux se rendent compte ce que c'est que d'aller chercher de l'eau, de devoir aller chercher de l'eau. Des réactions, est-ce que vous avez vu? Oui, en fait, quand je vois, enfin, en regardant l'image, la première qui prend de l'eau dans son seau et qui essaie de le porter, je pense que si à Paris aujourd'hui, on devait aller chercher de l'eau comme elle le fait, beaucoup de personnes se retrouveraient dans les rues et commenceraient à marcher, à hurler dans tous les sens. Donc, en fait, pour le contexte européen, c'est un peu frappant. Et de voir aussi que l'Europe se mobilise. Disons, mobilisons-nous pour aider, parce qu'elles font des kilomètres. Effectivement, comme disait M. Berthet tout à l'heure, 70% de leur temps pour aller chercher de l'eau. Sur 100%, on a 70%, donc plus de la moitié pour aller chercher de l'eau. Et on en revient au même, la scolarisation des jeunes filles dans tout ça. Donc on pose encore la question. Voilà. Donc là, on a vu qu'elle transpire déjà. Alors imaginez. Oh, nous imaginons très bien. Voilà. À l'Office national de l'eau potable en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui est donc mis en place concrètement pour faciliter la vie de toutes les bonnes femmes? Alors, ce que je peux vous dire, madame, pour faire court, l'Office national de l'eau potable, c'est un organisme créé par l'État ivoirien justement pour adresser l'ensemble de ces problèmes. L'une des missions essentielles, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens aient de l'eau potable. Je dirais à portée de main. C'est en fait d'augmenter la mise à disponibilité de cette eau potable-là. Aujourd'hui, le taux de couverture en matière d'eau potable dans le secteur urbain, il n'est que de 70%. Donc nous avons 30% à couvrir. Un chiffre qui revient, 70% du temps, 70% de couverture. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est juste des coïncidences qui sont tout à fait fortuites. Oui. Donc la mission de l'Office national de l'eau potable, entre autres, c'est de faire en sorte que l'ensemble des populations ivoiriennes aient accès à l'eau potable, tant dans le secteur rural qu'urbain. Maintenant, ce qu'on peut dire, les femmes faisant partie des hommes, donc si ce problème est réglé, bon, il irait forcément le problème des dames. Qu'est-ce qui a justifié le choix de la thématique féminine au cœur de cette conférence sur l'eau? Alors, la femme et l'eau en Afrique, au mois de décembre, vous avez passé une image, enfin, oui. que j'étais sur le plateau, qu'on a vu ensemble. C'était, je ne sais plus, ça devait être au Mali ou dans un pays du Sahel. Oui. Et là, elles étaient tellement heureuses d'avoir de l'eau. Et on s'est dit, il faut qu'on traite un sujet comme ça, la femme et l'eau en Afrique. Et il en découle que moi-même, bon, j'ai grandi là-bas, en Afrique, en Côte d'Ivoire principalement. Mais vous aussi, j'imagine, le temps qu'on prend à aller chercher de l'eau pendant la saison sèche, à se déplacer, à mettre de l'eau sur la tête, à chauffer le matin, Donc je me suis dit, il est temps qu'on parle de ce sujet-là. La question que l'on pourrait se poser à juste titre, c'est que lorsque les institutions, les ONG, les associations se penchent sur ces questions-là, la femme qui est au village, la femme rurale, qu'est-ce qu'elle tire comme bénéfice immédiat de toutes ces rencontres? Bon, peut-être que des bénéfices immédiats de toutes ces rencontres, c'est trop dire. C'est tout simplement qu'après ce type de rencontre, il y a une
prise de conscience plus importante à l'adresse notamment des bailleurs de fonds. Parce que de quoi s'agit-il? Bon, les femmes, si vous voulez, les dames, je vais utiliser ce terme-là, lorsque vous allez au village, en ce qui concerne l'homme, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir l'eau à bonne température. Il ne se pose pas la question de savoir comment cette eau a pu être obtenue. Et ni comment est-ce qu'elle a pu être chauffée. Oui, peut-être à la limite, mais en général, il veut par exemple, à 6 h du matin, avoir son eau à peut-être 20 degrés, qu'il attend, pour peut-être 25 degrés, je ne sais pas. Il veut aussi avoir à boire, donc il se soucie vraiment très peu. Pas qu'il ne soit pas soucieux, mais je vais dire que c'est pas son quotidien. Alors donc, je pense que de telles initiatives permettent de prendre conscience et d'adresser l'ensemble de ces problèmes. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit d'investir dans le secteur de l'eau pour que, ma foi, toutes les personnes aient de l'eau potable. Parce que vous savez, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous avons un déficit d'investissement dans le secteur qui avoisine disons, 1 milliard de dollars. Je vais parler de 655 milliards de francs CFA qu'il faut en fait investir dans le secteur, si vous voulez, entre aujourd'hui et puis 2015, pour qu'on puisse atteindre cette fameuse cible-là, 10, vous savez, les OMD, pour que justement l'ensemble de la population ivoirienne n'ayant pas accès à l'eau potable puisse l'avoir dans la moitié. Donc, je dis qu'aujourd'hui, ce type d'information, ce type de conférence permet un peu de montrer l'ampleur des problèmes qu'on a en Afrique. Une ampleur que tout le monde pourtant vit au quotidien et finalement que l'on banalise parce qu'on se dit après tout c'est normal que les femmes, les enfants aillent chercher de l'eau, aillent chercher du bois de chauffe pour chauffer cette eau afin qu'elle soit à la température que désire monsieur le matin levé. Sans trop se poser d'autres questions, nous avons un premier appel. Madame, vous êtes à Londres. Bonjour. Bonjour Elvie. Nous vous écoutons. Oui, je dis bonjour à vos invités aussi. Je prends l'émission un peu en cours, mais je suis très intriguée. Votre intervenant dit bien que l'homme ne s'inquiète pas de savoir d'où vient l'eau. C'est quand même inquiétant parce que quand on parle de la femme, elle est toujours méprisée, elle n'a pas de valeur. Mais on se rend compte que c'est elle finalement qui règle tous les problèmes. Si elle ne rapporte pas l'eau dans la maison, il n'y a pas d'eau. Mais c'est quand même, il est quand même temps qu'on tourne un peu, je sais pas, qu'on tourne un peu les regards à poser la question à l'homme que c'est bien de vouloir toutes ces choses, mais qu'est-ce qu'il fait pour le développement de la femme? Parce que là, voilà encore une femme qui est assise pour la question de l'eau. Oui, bien sûr, il y a un homme pour la question de l'eau, mais on ne devrait plus souffrir des problèmes pareils en Afrique parce qu'on peut creuser des puits, on peut faire tellement de choses. Ces organisations, moi je suis bien d'accord que les organisations arrivent, mais ils imposent leurs lois en Afrique. Est-ce qu'ils viennent demander aux populations où est-ce que vous voulez exactement que le puits soit creusé? Ou alors où est-ce que vous voulez exactement que la fontaine soit parce que il y a des femmes qui passent des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres pour chercher de l'eau. Et c'est la même femme qui porte les bébés. Et c'est la même femme qui arrive à la maison, qui fait la cuisine. C'est la même femme, excusez-moi, qui revient le soir, qui doit être l'épouse au lit. Et l'homme, il fait quoi? Il ne peut pas aller chercher de l'eau aussi? Je ne sais pas si je pose une question ou si je soulève une polémique, mais franchement, excusez-moi. Merci pour votre participation. Des réactions à ce que vous avez entendu? Alors moi, je dirais, la femme, comme elle dit, la femme est quand même source de vie. Donc, pour revenir encore à penser à ce que la femme donne la vie, l'eau est source de vie, la femme est source de vie. Je ne vais pas lier le fait que la femme aille chercher de l'eau, qu'elle fasse des kilomètres et que l'homme ne... Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'ONG, on a pensé à la problématique depuis 2006 avec justement l'ONEP, qui nous accompagne aussi dans la réflexion, de dire, voilà, nous, on est une structure étatique locale avec M. Berthet. Comment on peut accompagner une ONG à rechercher des solutions et quand on est allé là-bas avec eux, lui en tant qu'homme de terrain avec d'autres ingénieurs locaux, on a fait des déplacements dans les villages
on a fait des tournées pour voir aussi avec les chefs du village, avec les femmes elles-mêmes, pour voir un peu leurs soucis et où exactement, j'ai vu par exemple, elle parle de puits, mais il y a eu des puits, il y a eu tout un travail qui a été fait et je pense pas forcément, pas seulement le cas de la Côte d'Ivoire, mais ça reste encore un gros problème, comme il disait, il faut trouver les fonds. Et les fonds, il faut que des ONG soient mobilisées, disant, elle est à Londres, d'autres sont dans d'autres pays, il faut que chacun se mobilise à la question de l'eau et dire... bon, je ne vais pas dire l'homme, la femme, mais à un moment donné, il faut que la femme aussi elle prenne conscience de cette situation. Moi, en tant que femme, je me dis, je porte le bébé justement parce que voilà, vous êtes une maman, la poche d'eau, on la perd et c'est comme ça qu'on a... donc, de l'eau fait partie aussi de cette femme parce que pour donner vie à un enfant, elle perd les os. Donc, oui, mais alors justement, elle perd les os, des fois, elle les perd un peu trop tôt à cause justement de cette charge de travail. Donc, et c'est autant de choses, si j'ai bien compris l'intervention de madame. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en tant que ONG, c'est de dire, voilà, moi je suis une femme, il y a des structures locales qui connaissent le terrain, comment je peux travailler avec eux? Comment eux peuvent nous dire, voilà, dans telle localité, il y a des soucis, vous vivez en Europe, il faut mobiliser des fonds, il faut mobiliser des organismes, il faut mobiliser alors, pardonnez-moi, pour une meilleure compréhension, vous, votre structure est installée, c'est la société civile, vous êtes en France et vous travaillez avec des partenaires en Afrique pour lever des fonds. Alors, c'est dans quel sens ce partenariat? Est-ce que c'est vous, étant ici, vous faites un plaidoyer pour lever des fonds afin que les institutions, ou plutôt les structures locales, puissent réaliser ces projets-là? Quel est le sens de ce partenariat? Alors, Think Africa accompagne et recherche des fonds. Donc, notre structure, c'est-à-dire aujourd'hui, vous prenez un village X, disant, voilà, s'il y a une coopérative qui dit, bon, nous, on aimerait avoir un puits, nous, on va les aider à lever des fonds pour compléter ce qu'ils n'ont pas, pour compléter et arriver aussi à travailler localement avec les structures qui, elles, sont déjà là, parce qu'eux connaissent le terrain. Donc, ils vont nous dire, voilà, nous, on connaît le terrain, il y a tel village où il y a un puits, je prends un village, par exemple... au hasard, le vôtre? Pas le mien, mais qui a été identifié, où il y a eu un puits qui a été fait par l'État, par l'ONEP, mais l'eau a un problème. Donc, nous, en tant qu'ONG, on est arrivé sur place, l'eau, elle est ferreuse. On a trouvé une société qui dit, bon, ben voilà, nous, on peut traiter cette eau pour pouvoir... une société locale ou une société européenne, puisque nous, on est ici. Nous, on lève des fonds au niveau de l'Europe et on essaye d'accompagner localement. Alors, bien sûr, Monsieur Berthet, vous allez réagir à ce que disent ces dames. Je voudrais vous proposer que nous prenions un autre appel au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour Lydie. Bonjour. Je voudrais réagir par rapport à la thématique. J'aimerais parler de la femme citadine, donc dans la capitale d'Abidjan. On parle en ce moment de la hausse spectaculaire des produits de première nécessité et le panier ainsi que le portefeuille de la ménagère est vide. Et je m'étonne toujours que quand on parle comme ça des produits de première nécessité, on n'inclut pas l'eau. C'est-à-dire que ce n'est pas un réflexe pour la ménagère d'aller chercher de l'eau, je ne sais pas par quel moyen, ni si elles utilisent l'eau du robinet ou l'eau en source, parce qu'il y a aussi un coût, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc j'aimerais que vous y répondez. Et j'ai une deuxième question par rapport à l'ONG. Sur quels critères vous recrutez, enfin si vous avez besoin d'aide, sur quels critères vous les faites? Parce que moi ça m'intéresse et j'aimerais participer. Donc quels sont vos critères concrètement pour des personnes que vous ne connaissez pas? Parce que moi, j'ai un tout petit souci, c'est que quand je parle d'une manière générale, pas de votre cas en particulier, mais quand il y a des structures qui sont bien établies ou des associations, quand on veut y entrer, c'est pas facile parce que chaque association ou chaque ONG a ses codes et vous préférez prendre de préférence des individus que vous connaissez ou je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que, concrètement, voilà, on va y aller, est-ce que vous me prendriez, parce que je suis motivée et que
votre thématique m'intéresse tout simplement. Voilà, merci. Merci pour votre appel et vos questions qui ne sont pas seulement les vôtres. Certaines personnes se les posent aussi. Alors, on va commencer par répondre à Madame sur cet aspect-là. Toute personne qui nous regarde comme Madame, qui voudrait participer à ce que vous faites au sein de ce cercle de réflexion qui s'appelle Think Africa, penser l'Afrique autrement, penser au pansement de l'Afrique autrement. Est-ce que les portes sont ouvertes? Est-ce qu'il y a des critères? Quels sont ces critères? Sur la base de quoi acceptez-vous de collaborer dans cette réflexion avec une telle ou telle autre personne? Quels sont les profils que vous attendez s'il y en a? Les portes sont ouvertes à tout le monde, aux personnes qui sont mobilisées surtout, enfin qui sont, comme elle dit, qui ont envie aussi de faire quelque chose pour l'Afrique. Hein. Donc moi j'attends tout le monde. Ils peuvent me contacter donc, un site internet. Sur le site, m'envoyer un mail sur contact@thinkafrica.org ou m'appeler au 06 17 81 25 28. On va répéter pour qu'ils puissent retenir 06 17 81 25 28. Voilà, chose qui est faite. Avant de prendre M. Alondre, je voudrais vous donner la parole sur ces deux interventions et vous demander, lorsque vous étant sur place en tant qu'Office national de l'eau potable, lorsque vous devez mettre une fontaine, un puits, prenez-vous l'avis de la population dans cette population-là, dans cette catégorie-là, les femmes sont-elles véritablement présentes? Vous n'avez peut-être pas d'incidence sur les décisions qu'elles pourraient prendre ou ne pas prendre, mais constatez-vous tout au moins que les décisions des femmes sont prises en compte quand on voudrait mettre le puits ici plutôt que là-bas, puisque c'est quand même elles qui vont chercher de l'eau, et le chef de quartier ou le chef de village, tout chef qu'il est, pardon monsieur le chef, ça n'est pas lui qui va chercher de l'eau. Alors je pense que les interventions qui ont été faites sont extrêmement importantes. Hein. Bon, pour le premier cas dont vous parlez, vous savez, il faut faire quand même la part des choses. Hein. Il faut faire la part des choses parce que lorsqu'on parle d'eau à transporter, généralement, nous nous situons en campagne. Nous sommes donc à l'intérieur du pays, nous sommes dans le secteur rural. Donc, pour la création d'un point d'eau, il est évident que l'avis de toutes les personnes sont prises en compte. Donc, la question que vous venez de poser, la réponse est oui. Un projet il ne se développe pas sans l'implication, sans l'avis des bénéficiaires. Autrement, c'est un projet qui est voué à l'échec. Pardonnez-moi, sur ce point précisément, oui. Je vais y arriver, il y a des jours où vous rencontrez les populations locales avant de prendre cette décision-là, oui. De concert donc avec elles. Mais constatez-vous que les femmes sont présentes parmi ces populations que vous rencontrez et savez-vous, même si vous n'avez pas d'incidence dessus encore une fois, si l'avis de ces femmes est pris en compte? Mieux, je dirais même qu'aujourd'hui, la gestion des points d'eau est faite par les femmes. Parce que justement, on s'est rendu compte que la corvée de l'eau pesant sur les femmes, lorsqu'on décide de déterminer un point d'eau, nous confions donc la gestion de ce point d'eau-là aux dames. Donc, c'est plus que jamais leur décision qui est prise en compte. Voilà. Alors, que constitue cette gestion du point d'eau? De quoi s'agit-il concrètement? Bon, il s'agit tout simplement de ce que, lorsque l'infrastructure est mise en place, oui. Il faut donc la présence féminine, n'est-ce pas, pour distribuer l'eau potable aux personnes qui en ont besoin. Et la gestion, c'est quoi? Ça consiste donc à donner de l'eau, moyennant une somme qu'on paye, ouais. Soit pour 10 litres d'eau, qui constitue donc le contenu d'un seau, ça peut valoir 10 francs, c'est généralement le cas. Et cette gestion, elle est faite par les femmes. La maintenance donc en état de propriété de ce point d'eau, parce qu'il ne faut pas oublier que l'eau, même si elle est bonne, à la sortie du robinet, elle peut être polluée par après. Ouais. Donc, si vous voulez, ce type de projet est dévancé par des enquêtes sociologiques qui permettent donc de montrer à tout le monde comment est-ce qu'on utilise un point d'eau. Et on pense que ce type de message, il est beaucoup plus, je dirais, perceptible par les dames, parce que justement, c'est elles qui ont cette corvée d'eau-là. Ouais. Donc, de ce point de vue, il y a un grand pas qui a été fait, et le gouvernement ivoirien, donc à travers le ministère des Infrastructures économiques, a décidé de féminiser l'ensemble de tous les points d'eau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons 16 000 points d'eau, les pompes à motricité humaine, et c'est de remettre en état déjà... À motricité féminine? Humaine. Féminine. Bon, je dirais est-ce que ce sont de gros bras musclés d'hommes qui pompent l'eau? C'était ma question. On pourrait imaginer cela. Ça peut être des enfants qui sont aussi des garçons. Non, oui. Des garçons. Et non, madame, ce que je puis dire, c'est que... Non, je voudrais vous rassurer. En fait, l'eau n'est pas uniquement puisée par les femmes, il faut le dire.
Monsieur, si vous En allez... grande partie, oui. Monsieur qui nous regardez, si vous allez puiser de l'eau, appelez-nous pour nous le dire. Aujourd'hui, pas quand vous étiez petit. Nous allons prendre monsieur à Londres et ensuite continuer sur ce que vous vouliez nous présenter. Bonjour. Bonjour, bonjour, Lady. Bonjour, monsieur. Bonjour aux invités. Bonjour. C'est avec plaisir que j'écoute votre émission. Et je voulais réellement qu'aujourd'hui, on soit beaucoup franc. Je parle de deux invités aujourd'hui. Vous savez, la moyenne de tous les pays africains ont au moins 50 ans d'indépendance. Et aujourd'hui, ça fait beaucoup mal lorsque on fait un regard en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est très animé dans la sous-région. Mais on constate que la chose la plus je dirais, la plus recommandée dans le monde, qui est de l'eau, n'est même pas organisée. Vous voyez? Mais je me demande, qu'est-ce que le gouvernement fait en fait? Vous voyez, au niveau du ministère des Infrastructures, je voudrais qu'il y ait réellement un franc-parler, parce que les populations souffrent. Nous qui sommes en Europe, par exemple, lorsque on voit le gouvernement anglais, par exemple, ou le gouvernement français, qui aujourd'hui a assez, de l'eau potable dans les villes, même dans les villages, même dans les campagnes, cela démontre que cela peut être traduit réellement aussi en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Alors, je voudrais au monsieur qui est là, avec l'ONG ou avec le gouvernement en collaboration, qu'ils puissent réellement discuter avec eux, repérer des points d'eau en Côte d'Ivoire, que ce soit du sud au nord, de l'est vers l'ouest, pour qu'on résolve ce problème une fois pour de bon. Pour que la population, même s'il faut prendre au moins 10 ans, et que même ce gouvernement qui est là, je pense que ce gouvernement va faire un très bon travail, et donc je voudrais qu'on fasse un plan, et que ce plan doit être suivi par l'autre président qui va venir dans les années à venir, pour que les populations, d'ici 10 ans, on ne parlera plus, vous voyez, de problèmes d'eau en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, monsieur. Alors, en Côte d'Ivoire et partout en Afrique, parce que, pour avoir voyagé un peu partout en Afrique, la pénurie d'eau est juste saisissante, surtout dans les zones urbaines, dans les campagnes. On sait très bien qu'il n'y a pas d'eau courante, donc on ne se pose pas cette question-là. Au mieux, on sait qu'on va devoir aller chercher de l'eau soi-même. Mais même dans les grands hôtels, quand on arrive, dans les domiciles en ville, souvent, on dit tout simplement, on a coupé l'eau. Il faut faire des réserves d'eau dans des bidons. Et effectivement, comme dit monsieur en Angleterre, ce sont des vieilles infrastructures. Comment peut-on expliquer qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, les pays en Afrique en soient encore à donner de l'eau en pointillé aux populations? Alors, je voudrais vous remercier, donc, surtout l'auditeur, enfin, pour cette intervention. Le cas de la Côte d'Ivoire que je connais, je vais donc m'exprimer là-dessus. Vous savez, depuis 2002, la Côte d'Ivoire, suite à la crise sociopolitique que la Côte d'Ivoire a connue, en tout cas depuis 2002, c'est-à-dire depuis 10 années, on a connu un déficit d'investissement dans le secteur. Il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur de l'eau lié aux crises. Parce que vous savez, le secteur de l'eau, il est souvent, il fait l'objet de financement de la part des bailleurs de fonds. Et depuis la crise, on a donc connu un déficit d'investissement. Quand vous prenez la ville d'Abidjan, aujourd'hui, les besoins de la ville d'Abidjan sont exprimés à 500 000 m3 par jour. Les investissements qui ont été faits jusqu'alors ne couvrent que 350 000 m3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chercher 150 000 m3 à travers des programmes qui sont en cours d'exécution. Donc je voudrais que l'auditeur ne pense pas que le gouvernement ivoirien reste les bras croisés. Il y a des programmes qui sont en cours d'exécution. Mais comme vous le savez, ces types de programmes ont quand même un délai d'exécution. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2013, d'ici la fin 2013, l'ensemble de tous ces programmes vont être exécutés et la situation donc va s'améliorer de manière notable. Mais vous convenez avec moi que quelqu'un qui n'a pas de l'eau en 2012, si vous lui dites qu'il aura de l'eau en 2013, on ne peut pas attendre. Et donc le gouvernement ivoirien, dans cette période d'attente, a mis en place un programme d'urgence justement pour résorber les problèmes. Et en quoi consiste ce programme d'urgence? Alors, ce programme d'urgence consiste déjà à lutter contre le gaspillage. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'eau, mais il y a beaucoup d'eau qui sont gaspillées. Il y a beaucoup d'eau qui est gaspillée. Donc, déjà, il faut récupérer l'eau qui est gaspillée. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, il faut faire des forages d'appoint. Il faut donc utiliser également des camions-citernes qui, en fait,
vont nous envoyer quelques 80 000 mètres cubes d'ici la fin de l'année 2012. Donc, sur Abidjan. Maintenant, concernant l'intérieur du pays, où nous avons des pompes à motricité humaine qui sont en panne, vous voulez que je dise motricité féminine? Oui, parce qu'il n'y a pas de secret. Motricité humaine, ce sont des bonnes femmes à qui on demande de bouger. Mais je pense que humaine, ça veut dire aussi femme et homme. Oui, mais voilà. Bon, donc, pour terminer mon propos, je voudrais dire que concernant donc, le secteur rural, il a été remis en état, en tout cas depuis l'avènement du gouvernement Ouattara, 2500 pompes qui ont été remises en état. Il y a 5000 autres qui vont l'être dans les jours qui suivent. Et d'une manière générale, les 16 000 pompes à motricité humaine qui sont en panne vont être réparées. Donc la situation va aller en s'améliorant. Alors, pardonnez-moi quand même de vous interrompre, au-delà de la réponse que vous avez apportée pour la Côte d'Ivoire, que vous connaissez bien, c'est votre pays et vous avez une fonction au sein de cet Office national de l'eau potable. Le regard que vous portez quand même sur l'Afrique en général, pour avoir vous aussi, je le suppose, voyagé, bien vous sûr, constatez cette réalité. Pourquoi, au bout de 50 ans, tout de même, on est encore en train d'avoir de l'eau en pointillé? Alors, moi, je pense qu'une explication peut être la suivante. Vous savez, les Africains ont une certaine culture. Hein. Pour l'Africain, l'eau est gratuite. L'eau est gratuite parce qu'il pleut. C'est un don de Dieu. Ouais. L'eau, c'est vrai, dans sa forme brute, est gratuite. On a les lagunes, on a les lacs, on a les étangs. Mais la mise à disponibilité de cette eau-là de manière potable, ça a un coût. Parce que l'eau, lorsque vous la captez, vous la traitez, vous la stockez, vous la distribuez. Donc c'est un manque de moyens financiers? C'est un manque de moyens financiers. Si vous voulez, pour faire court, il n'y a pas assez d'usines pour mettre l'eau de manière potable à la disposition. Et pourtant, d'un pays à un autre, on voit des monuments et une urbanisation sur des aspects dont finalement on pourrait se passer quand on pense que l'eau est une priorité. Nous allons prendre Mme Aroni, ensuite je vous laisserai réagir. Bonjour. Bonjour Lady, bonjour aux invités. Je voulais juste apporter ma petite pierre en posant juste une question, je pense, qui est générale à l'Afrique, en ce sens que moi, personnellement, je suis allée plusieurs fois en Afrique, donc plus précisément au Congo, et je rejoins un petit peu ce que a dit le participant avant moi, que les politiques, où sont les politiques, que font les politiques? Parce que moi, j'ai vu concrètement une situation qui m'horripilait gravement, dans ce sens qu'il y a eu un éboulement où il y a un fossé qui a séparé carrément un quartier en deux. Quartier où il y avait possibilité d'avoir d'eau potable et l'autre quartier qui n'en avait plus parce que la tuyauterie a été détruite ou quoi. Je dis mais dans une situation d'urgence comme celle-là en ville, les politiques, ils ne peuvent pas justement agir dans l'urgence, à savoir mettre ne fût-ce qu'un gros tuyau qui va de part en part, que les populations puissent justement se servir. Et là, c'est vrai que ça fait du travail, mais bon, pour les pousse-pousse et autres, mais les gens font des kilomètres pour pouvoir accéder donc au point d'eau. Et là, nous ne sommes pas en brousse, nous ne sommes pas en campagne, nous sommes là en ville, dans la capitale. Et c'est quand même regrettable. Et c'est, dans mon sens, que font les politiques pour justement parer à ce genre d'urgence. Je veux dire, il y a de l'eau, mais comment faciliter aux femmes, aux familles, aux enfants que j'ai vu transporter des litres et des litres d'eau d'un endroit à un autre, alors que ne fût-ce qu'un petit tuyau pour accéder, leur faciliter la vie serait plus à même. C'est de la logique, je veux dire, mais que font les politiques dans ce cas-là? Merci pour cette question. Et je voudrais vous en poser une aussi, puisque vous allez prendre la parole. Avez-vous le sentiment que s'il y avait plus de femmes dans les offices nationaux de l'eau potable, ça et là, en Afrique, si là où les décisions économiques se prennent et là où on vote les budgets de l'année pour faire de l'eau une priorité, s'il y avait plus de femmes puisqu'elles ont la pratique de cette pénibilité, peut-être qu'on laisserait de côté certaines considérations. Je crois que les armes, par exemple, la défense d'un pays, sachant qu'un pays n'est pas attaqué tous les matins non plus, alors que l'eau, en revanche, est la question du quotidien et les femmes s'y collent. Pensez-vous donc que s'il y avait plus de femmes dans ces cercles où les choses se décident, on ferait de l'eau partout en Afrique une priorité? Alors, ça c'est une question qui rejoint la question des femmes, la place de la femme en Afrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ces structures, dans la structure que moi j'ai vue à Abidjan, en tous les cas, il y a des femmes.
Question générale, parce que la Côte d'Ivoire n'étant pas le cœur de l'Afrique non plus, essayons de rester assez large. Je pense que nous, aujourd'hui, en tant que ONG, pourquoi on a soulevé le problème? C'est pour que chaque femme, là où elle est, qu'elle soit décisionnaire ou pas, qu'elle prenne conscience aussi que, bon, ben, je vais dire, il y en a un peu marre d'aller chercher de l'eau tous les jours, très loin. Donc, il faut se sensibiliser, il faut sensibiliser les gens. Mais une fois qu'elle en a marre, qu'est-ce qu'elle fait dans la pratique? Mais bien sûr, si elle ne dit rien, si pendant toutes ces années, on n'a rien dit, ça veut dire qu'on était d'accord aussi. Donc, il faut qu'on prenne conscience maintenant. C'est pour ça que j'utilise un peu, excusez-moi, de dire il y en a marre. C'est pour ça qu'on dit maintenant, bon, ben voilà, la femme et l'eau en Afrique, on est fatigué d'aller chercher de l'eau tous les matins. Ouais. Vous qui êtes dans les structures qui décidez, pensez à nous, venez nous aider, on va sortir de cette situation. Donc, Think Africa aujourd'hui, c'est ça. C'est pour ça que nous, on s'est dit, OK, localement, il y a des structures étatiques. Comment on peut, ces structures étatiques-là, comment nous, en tant qu'ONG, on peut leur apporter une aide, comment eux aussi peuvent nous apporter une aide? Parce que moi, je suis une ONG. Si je pars, on va dire, je pars au Mali, je pars au Ghana, je pars au Cameroun, je ne vais pas arriver un matin comme ça, alors qu'il y a des structures qui sont là, qui, elles, ont déjà identifié la problématique. Donc, je préfère travailler avec ces structures-là qui vont nous dire, voilà, dans telle localité, dans telle localité, dans telle localité. Donc, il faut que chaque femme, vous, moi, celle qui appelle ce matin, il faut que chacune soit mobilisée et qu'elle cherche à lever des fonds là où elle se trouve pour aider son village, pour aider son pays, pour accompagner l'Afrique. Sachant qu'il y a autre chose de plus simple à faire, mesdames, c'est faire la grève de la corvée d'eau et on verra comment les hommes se rendront compte de ce que, quand il n'y a pas d'eau, voilà, on ne va pas chercher de l'eau aujourd'hui. Alors, les seaux, on jette les seaux en brousse et on attend. Alors, nous allons prendre monsieur à Toulouse et ensuite vous reprendrez la parole. Bonjour. Oui, bonjour Guy. Bonjour. Je veux juste intervenir par rapport au propos de monsieur qui disait que c'était un problème de moyens. Je pense que c'est un faux problème. Il y a énormément de moyens en Afrique pour faire en sorte que tout le monde ait l'eau. Quand on voit c'est juste une volonté politique. Quand on voit les mêmes hommes politiques qui s'achètent des bunkers en France, après qui racontent aux gens qu'il n'y a pas de moyens pour mettre l'eau, c'est vraiment aberrant. Moi, je suis gabonais, un pays comme le Gabon, il y a 30% gabonaises qui n'ont pas accès à l'eau. Avec tout l'argent du pétrole, du bois, du manganèse, et même de l'uranium, on a à peine juste 1 500 000 habitants, avec les étrangers qui y a au Gabon, Sénégalais, Maliens, tout le monde. Et il y a 30% de Gabonais qui n'ont pas l'eau potable. Ouais. Alors que tous les jours, ces mêmes personnes, ils achètent des 4x4 qui coûtent 55 millions de francs CFA, jusqu'à 100 millions de francs CFA. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de moyen pour que les gens n'ont pas l'eau. On raconte des conneries, c'est une volonté politique. Comme l'Africain pense que l'eau, c'est un luxe, c'est pour ça que ça fait plaisir à l'autre. Quelle maison, belle maison avec des tuiles, et de l'autre côté, une maison en planche qui n'a pas l'eau. Donc, le fait qu'il a l'eau chez lui qui sort du mur, pour lui, c'est un luxe. Il ne pense pas que l'eau, c'est une nécessité. L'eau, c'est un droit d'avoir accès à l'eau. Le problème vient de là, parce que l'eau, on a encore complexé en faisant encore aux gens que l'eau, c'était un luxe. L'eau n'est pas un luxe, l'eau est une nécessité. Et c'est un droit d'avoir accès à l'eau. Quand les hommes politiques comprennent ça, ils pensent que tout le monde aura l'eau. Il y a les moyens, il faut juste les mettre en place et arrêter d'acheter des 4x4, c'est tout. Merci. D'autant que les 4x4 demandent une eau d'une autre couleur, c'est du gasoil ou du pétrole. Alors, monsieur nous dit manque de volonté politique. Moi, j'enfonce le clou. Ne serait-ce pas une manque de volonté politique masculine, encore une fois? Parce que quand on a l'expérience de quelque chose, il va de soi que cela devient une urgence. Mais quand on rentre chez soi, après les conférences, les congrès, les réunions de travail et tout, que ces messieurs arrivent, que l'eau elle est bien fraîche pour prendre une douche, que c'est bien et tout, ils ne se posent pas mille et une questions. Est-ce que, quelque part, le problème n'est pas aussi là? Non, je pense que, comme je l'ai dit, je suis obligé de recentrer les réponses sur le cas de la Côte d'Ivoire que je connais. Je ne peux pas parler de l'ensemble de tous les pays. Donc, ce que je voudrais dire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, j'ai expliqué. En fait, depuis 2002, le système ivoirien est un peu désorganisé, compte tenu donc de la crise sociopolitique que nous avons connue. Nous avions eu les moyens d'exécuter l'ensemble de ces programmes, financés par les bailleurs de fonds, qui sont partis du fait de la crise. Et ces bailleurs de fonds-là sont en train de venir. Donc, pour moi, je n'ai pas dit de manière très nette que c'est un problème de manque de moyens, ce qui concerne la Côte d'Ivoire, mais c'est un déficit d'investissement dû à une désorganisation qui a été faite depuis une dizaine d'années. Bon, maintenant, on peut comprendre qu'il y a des priorités pour le gouvernement.
D'une manière générale. L'eau est une priorité. Non, c'est une priorité. Je pense que c'est une priorité. C'est une priorité, mais le problème, c'est que peut-être qu'il y a un problème de coordination dans les actions qui se font à travers les gouvernements. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on constate un développement anarchique des populations vers les zones urbaines. Et ça, ce n'est pas forcément programmé. Quand je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, Abidjan aujourd'hui a plus de 5 millions d'habitants du fait que des gens ont quitté, à cause de la guerre, les zones rurales pour venir vers Abidjan. Et si vous voulez, tous les programmes qui avaient été faits concernant donc, la réduction de ces déficits-là s'en sont trouvés un peu désorganisés. Bon, mais je ne pense pas que de manière volontaire, les gouvernements ne prennent pas en charge, n'est-ce pas, le problème de l'eau potable. Maintenant, je voudrais venir sur le premier problème qui avait été évoqué concernant la féminisation. Je dirais que je suis tout à fait d'accord avec vous, au point qu'aujourd'hui, l'Office national de l'eau potable, qui a été créé en Côte d'Ivoire, a pour présidente du conseil d'administration une dame, justement pour que l'ensemble des problèmes liés à l'eau soient, je dirais, traités avec la plus grande importance, avec la plus grande attention, parce qu'on reste convaincu, comme je l'ai dit en début de propos, que l'eau, le problème de l'eau, je dirais, les problèmes de l'eau pèsent sur la femme. Voilà ce que je peux dire concernant ces problèmes-là. Et puis, bon, juste vraiment pour terminer, quand bien même vous avez les moyens, vous avez des délais d'exécution de l'ensemble de ces programmes, qui sont des délais incompressibles. J'ai dit, par exemple, les déficits qu'on a sur Abidjan, on sait comment les résorber. On a même les moyens de les résorber en termes de financement. Nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, quelques 29 milliards qui ont été mobilisés avec différents bailleurs de fonds pour faire les travaux. Mais l'ensemble de ces travaux-là ne prendront fin qu'en fin 2013. Vous reconnaissez avec moi qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui a soif aujourd'hui, attendez, 2013. Voilà. Donc, voilà un peu le problème. Alors, vous avez dit quelque chose. Déjà, comment s'appelle cette dame Madame Adèle Ndoré. Et rappelez-nous sa fonction, s'il vous plaît. Elle est présidente du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable. En fait, c'est l'organe qui décide un peu les orientations à donner à cet outil-là que l'État a mis en place. Autre point aussi, vous avez parlé de la gestion de l'eau, donc vous avez dit que les femmes s'occupent de cela, de vendre de l'eau, de la répartition de l'eau. La caisse, c'est 10 francs CFA, toutes les petites pièces qui rentrent, à quoi est attribué cet argent? Alors, cet argent sert à mettre en état de marche les pompes. C'est-à-dire que, bon, donc elles sont juste caissières, mais pas oui, non, mais elles en disposent. Non, elles en disposent. C'est-à-dire que si la pompe tombe en panne, il faut la remettre en état. Parce que généralement, les pompes à motricité humaine ont des réparations, je dirais, de très petite valeur. Avec 5 000 francs CFA, vous pouvez changer l'organe d'une pièce. En l'occurrence, en clair, pour revenir à ce point, ça voudrait dire que les ménagères disent « Mon chéri, donne-moi 10 francs, je vais aller acheter de l'eau ». Tout à fait. D'accord, très bien. Nous allons prendre au téléphone un appel de Paris. Bonjour. Oui, allô, bonjour, Lady. Bonjour, monsieur. Ben, écoutez, je voulais intervenir, surtout par rapport à la qualité de la femme déjà, avant d'avoir la qualité d'eau potable qui n'existe déjà pas en Afrique, parce que effectivement, on peut avoir de l'eau, mais la qualité d'eau, il est très, très médiocre. Et moi, je suis d'origine de la RDC. Ça, je vous parle en conséquence de cause, en connaissance de cause. Dans ma propre famille, nous vivons dans un quartier très huppé de Kinshasa. Mais cela n'empêche que ce quartier-là, aujourd'hui, c'est comme le Beverly Hills, en fait, aux États-Unis. Et ce quartier-là, aujourd'hui, manque d'eau courante. Donc, j'ai des gens qui sont dans le quartier, qui sont huppés, mais qui vont puiser l'eau dans les petites sources derrière. Tout simplement, on n'arrive pas à comprendre si c'est une volonté politique ou c'est une volonté délibérée d'une personne ou d'un responsable de nos régies d'eau. On n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe vraiment dans les têtes de nos politiciens aujourd'hui. Je me demande si vraiment eux-mêmes, le matin, quand ils se réveillent, est-ce qu'ils se lavent avec l'eau qu'ils vont puiser dans les sources, ou alors ils ont l'eau courante chez eux. Pendant qu'à côté, vous avez des voisins qui boivent de l'eau avec des vers de terre, vous avez des lots qui sortent des robinets avec des petites bêtes, vous avez des vers qui sortent de l'eau, et on arrive même à nous montrer ça à la télé en disant il faut faire attention parce que ne buvez pas l'eau courante parce qu'il y a des vers de terre. Donc on arrive à se dire que l'eau qui vient de la source est beaucoup plus pure que l'eau qui sort du robinet. Mais il y a encore une autre problématique qui arrive aussi en Afrique, c'est que nos mamans aujourd'hui souffrent énormément.
Quand vous avez une femme qui se réveille à 4 heures du matin, je me demande à quelle heure elle dort pour qu'elle puisse se réveiller à cette heure-là pour aller chercher l'eau le matin pour les enfants, déjà pour faire la cuisine, déjà pour amener l'eau à son mari parce qu'il doit aller se laver. Et non seulement il se lave, mais pour ne pas aller au travail parce qu'il n'y a pas de travail. Et il faut laver les enfants pour s'occuper de la famille. Donc, une femme aujourd'hui africaine est devenue complètement, comme on dit, il y a la tête, l'homme et la tête, mais la femme et le cou. Non, mais c'est vrai, vous rigolez, mais la femme est devenue aujourd'hui le soutien même suprême de la société africaine. L'homme est la tête, mais la femme sans le cou, la tête ne tient pas. Mais il faudrait que nos politiciens comprennent cette chose-là, qu'aujourd'hui, laisser la femme à côté en disant la femme, oui, mais cette société africaine aujourd'hui est érigée et dirigée par le cou. Donc la tête que nous avons depuis des décennies, depuis les indépendances, ne sert à rien. Il faudrait que les hommes aujourd'hui comprennent une chose et qu'ils mettent l'orgueil à côté de dire nous sommes des hommes. Mais si cette société-là n'est pas dirigée par la femme qui la tient aujourd'hui, surtout en RDC, mais croyez-moi qu'on aurait vraiment des sérieux problèmes. Donc mon frère qui est là-bas sur le plateau, soyez humble et reconnaissez aujourd'hui vraiment que la femme africaine a une part importante. Et quand on voit cette femme souffrir comme ça pour chercher à manger le matin et le soir, je me demande vraiment si aujourd'hui on a vraiment encore le respect, au moins le minimum de respect, rien que non seulement pour l'eau, mais pour cette femme-là. Donc combiner la femme et l'eau aujourd'hui, ce sont deux choses suprêmes aujourd'hui, mais qui sont primordiales pour la société, pour notre vivre. Mais on n'arrive même pas à l'avoir. Non seulement on ne respecte pas la femme, mais en plus on n'a pas l'eau. Donc vous avez une société qui est complètement délabrée, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Mais Lady, je voulais juste souligner vite fait avant de finir. J'ai vu 2 fois, vous avez vraiment coché sur et la femme, si la femme était au pouvoir et si la femme avait la responsabilité. Je vais vous dire une chose. En RDC, il y a une femme qui était directeur général de la SNEL, qui est la société d'électricité. Je peux vous assurer que cette femme-là, elle n'a rien fait du tout. Donc elle a parcouru des zones. Je n'ai jamais vu un pays aujourd'hui où en Afrique, on a un problème de courant, on a un problème d'eau. Alors que dans les années avant, le business de courant était une affaire de l'État. Aujourd'hui, on a tellement tout privatisé que les courants... Vous savez, en Afrique, on a un poisson qu'on appelle Nina. En fait, Nina, c'est un poisson qui, soi-disant, quand vous entrez dans l'eau, il est électrocuté. Mais on dit en Afrique aujourd'hui, pour en rigoler, on dit même ce poisson-là aujourd'hui n'a plus d'électricité. Donc, c'est pour vous dire que la société est complètement... Merci. Voilà, donc la société est très difficile. Mais je tire mon chapeau à la femme, mais faisons quelque chose. Si vraiment on peut arriver à faire quelque chose, ça serait bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais vive les femmes. Mais mon frère qui est là, reconnaissez quand même qu'on a perdu notre combat depuis toutes ces années. On tient la société, mais elle ne marche pas. Laissons la place quand même à la femme pour voir. Ne la jugez pas. Merci, monsieur. Petite pause musicale, tout le monde a gagné un clip vidéo. Regardez avec nous, à tout de suite. Hodona neni furunyonde kelela hodona ay bangi bolodane kana ay bangi bolodane kizela ay bangi bolodane kuna ay bangi bolodane nyala medusu kolobe dimina Oh,
Merci à Fatouma Diawara qui nous chante un peu de douceur dans ce monde où l'eau se fait rare malheureusement. Nous allons donc retourner à notre discussion avec sur le plateau M. Ibrahimane Berté, directeur général adjoint de l'Office national de l'eau potable en Côte d'Ivoire, et Elisabeth Rossade, présidente de l'ONG Think Africa. Pensez l'Afrique autrement. Pensez au pansement de l'Afrique autrement. Madame au téléphone, vous avez la parole et ensuite, Madame, je vous demanderai de revenir dans cette discussion. Bonjour. Oui, bonjour Lady, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez bien? Parfaitement. Bien. Moi, je vous appelle au fait, je me permets de réagir à certains téléspectateurs qui ont intervenu là, pendant votre émission. Et à ce monsieur qui est sur le plateau, bonjour madame. Bonjour. On parlait beaucoup de la situation de la femme portant de l'eau pour leur mari, leur conjoint d'abord, qui se lève le matin pour se laver et qui n'avait même pas de travail. Mais on oublie aussi de parler des enfants, des petites filles. Il n'y a pas que la femme. Parce que moi, je vois des fois beaucoup de petites filles qui portent de l'eau, des petits garçons, et pendant que ces messieurs sont toujours à la maison. Parce que quand la maman elle est fatiguée, quand la femme est fatiguée, quand les grandes sont fatiguées, c'est aux enfants qu'on fait porter de l'eau. Donc, il faudra quand même que l'Afrique se réveille un peu et arrêter effectivement de reprendre, comme tout à l'heure ce monsieur a dit, bon, les 4x4, les Mercedes, la sapologie, messieurs, des vêtements à 5 000, 9 000, des chaussures, crocos, pour bien vous faire voir, c'est très beau, mais il faudra peut-être regarder ce qui se passe dans votre pays et surtout la terre, comment elle est en train de mourir et les femmes et les enfants avec. Voilà. Merci. C'est un peu évident, mais... Je voudrais vous redonner la parole sur un point déjà. Est-ce que, on a entendu depuis tout à l'heure que c'est un manque d'infrastructures. En clair, je comprends, je décrypte et certainement mal. Quand l'Afrique n'a pas de moyens, ce sont les femmes qui payent les pots cassés. Le jour où l'Afrique aura les moyens d'avoir les infrastructures qu'il faut, à la vitesse qu'il faut pour que tout le monde ait de l'eau courante, enfin, les femmes pourront souffler? Je dirais non. Non, on ne peut pas attendre quand même toutes les infrastructures soient mises en place. Comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas dire, bon, mais voilà, j'ai soif, j'attends jusqu'en 2013. La petite, comme vient juste de dire l'auditrice, elle a l'âge d'aller à l'école, elle a l'âge d'être scolarisée. Ouf, on attend qu'on ait de l'eau potable pour qu'elle puisse aller à l'école. Donc, toutes ces questions-là, ou le petit garçon, bien sûr, parce que quelquefois aussi, quand la maman est fatiguée ou quand elle est malade, le remplacement, c'est les enfants qui vont à la place de la maman ou la grande sœur quand elle ne peut pas. Donc, il faut trouver vraiment, c'est une question. Maintenant, nous, ici, comment on peut, les infrastructures, c'est un manque de moyens. Bon, je ne connais pas les autres pays, mais je prends le cas, par exemple, du Ghana, où il y a un grand hôpital, mais la demande est peu. Et ils ont fait des forages donc, au sein de l'hôpital pour pouvoir combler le vide, en fait, quand il y a des coupures d'eau, pour que le forage au sein de l'hôpital puisse combler le vide. Mais ils n'ont pas trouvé les fonds nécessaires. Justement, on en revient toujours au fond. Ils n'ont pas trouvé les fonds nécessaires pour traiter cette eau pour traiter le forage de l'hôpital. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait appel à l'ONG, donc Think Africa, pour dire, voilà, nous avons des soucis. Est-ce que vous pouvez nous aider à lever des fonds, à voir dans quel... Donc, on est en train de monter un dossier avec eux pour voir comment leur dossier peut passer et pouvoir traiter de l'eau. Parce que, quelquefois, à Accra, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus d'eau. Donc, on ne peut plus fournir d'eau. Donc, il faut les accompagner. Donc, c'est pour ça que nous, on est quand même conscients. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai grandi en Afrique, donc je connais la problématique de l'eau. Hein. J'ai porté de l'eau sur la tête pendant la saison sèche pour aller chercher. Vous savez, le problème de l'eau sur la tête, ce n'est pas l'eau sur la tête, c'est les moutes-moutes qui vous piquent les pieds avec l'eau qui ne doit pas se renverser, sinon on y retourne. Avec l'eau qui ne doit pas se renverser. Et quand elle n'est plus potable, quand on va la chercher, puisque quand on la porte même sur la tête, on a déjà les deux mains qui sont trempées dans l'eau.
et ça bascule parce que... C'est qu'on a une mauvaise porteuse d'eau, parce que normalement, c'est les mains sur les hanches avec élégance. Alors, dans cette conférence, il y a d'autres femmes, je voudrais qu'on en parle, il y a d'autres participants en tout cas, et notamment cette dame qui propose donc des bidons ergonomiques. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur ce point juste après Madame Alondre. Bonjour. Bonjour Lady. J'interviens la première aujourd'hui, mais j'avais pas beaucoup d'arguments parce que j'avais pas assez entendu. Mais après avoir entendu vos intervenants et surtout les autres téléspectateurs, je me permets de redire quelque chose. Monsieur sur le plateau, malheureusement, vous êtes très mal placé parce que vous représentez le pays et vous représentez l'institution, surtout la société, que vous représentez, la société de l'eau. Quand vous me parlez de la dame qui est au pouvoir, je vais vous dire poliment que ça c'est de l'égalité, ça c'est de ce qu'on appelle en Angleterre inclusion. C'est normal qu'une bonne politique aujourd'hui mette dans le cadre de l'égalité, mette une femme, mais est-ce qu'elle a les pouvoirs? Je vais vous ramener la phrase de Nelson Mandela qui dit que oui, je suis président de l'Afrique du Sud, mais je ne vais pas travailler seul. On doit travailler les Noirs et les Blancs. Nous, on ne combat pas les hommes. Franchement, il faut que le débat soit clair. On veut que dans les gouvernements, tout le monde travaille ensemble. Même si une femme est à la tête, qu'elle a un adjoint qui soit un homme et qui travaille ensemble. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est les fonds, comme la dame dit à côté. Excusez-moi, moi je suis, comme je dis communément, je suis dans la commune. Je connais les problèmes des gens en Afrique et puis dans les communautés. Et je comprends la charité. Quand les gens donnent l'argent pour les fonds, l'argent là n'arrive même pas, c'est-à-dire que les bénéficiaires, ils ne voient même pas ce qui se passe. Madame, vous qui êtes assise là, il faut changer les choses, hein, parce que moi je vous dis tout ce que nous avons réalisé, tout ce que nous avons essayé de... Tout ce qu'on a fait comme fundraising et tout ce que vous imaginez, les gens ne reçoivent pas cet argent-là. Vous allez prendre les fonds aujourd'hui, est-ce que les gens vont recevoir les puits? Est-ce que les gens vont recevoir l'eau? Est-ce que l'argent-là va arriver là où ça doit arriver? Regardez Haïti. Les gens ont donné l'argent de partout le monde et rien ne s'est passé. Vous savez, j'ai écouté un programme sur la BBC. J'ai écouté un programme sur la BBC qui parlait de l'eau. Parce que nous, il faut qu'on réalise que pour que l'eau soit courante en Europe, on la travaille, on paye et tout ça. Et le discours du monsieur est vrai. L'Afrique est très lente. L'Afrique doit bouger. L'Afrique doit réaliser les choses. L'eau n'est pas free. L'eau n'est pas... gratuite. Voilà. Merci madame. Voilà. Alors, je voudrais que vous réagissiez bien sûr à madame qui dit, vous avez parlé de penser l'Afrique autrement, c'est le leitmotiv de votre ONG. Au regard de ce qu'elle vous dit, et ça n'est pas que propre à votre ONG, souvent il y a des bailleurs de fonds, il y a des levées de fonds, malheureusement les projets se perdent en chemin et les bénéficiaires présumés de ces projets-là, les populations au sein desquelles les femmes dans leurs difficultés de bonnes femmes et leur précarité souvent, malheureusement ne bénéficient pas de cela. Y a-t-il un moyen de faire en sorte que les projets soient menés à bien? Exactement. Donc, quand on dit penser l'Afrique autrement, parce que penser l'Afrique autrement, nous, on n'accompagne que des projets à valeur ajoutée. Je dis bien valeur ajoutée. Donc, on parle de l'eau. Alors, quand on parle de l'eau, nous, on est parti en Côte d'Ivoire. Je reviens encore sur le cas de la Côte d'Ivoire. J'ai été au Ghana. Mais on travaille avec des gens qui sont déjà des experts en la matière pour qui identifient, donc je prends l'ONEP qui... M. Berthet est là, mais c'est leur travail. Nous, en tant que ONG, on ne va pas venir dire aux villageois ou à la femme qui est là, qui est en train de souffrir tous les jours, alors qu'on ne connaît pas les conditions, comment il faut installer, comment il faut accompagner ces gens-là. Eux sont là, c'est leur travail. Donc nous, on est derrière, on leur dit, voilà, nous, on peut travailler avec vous et on va sur le terrain avec eux, on se déplace, on va voir les gens, on sait où sont les puits et c'est ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, si elle, à Londres, elle veut faire du fundraising, c'est-à-dire mobiliser des fonds pour accompagner l'ONG, elle n'a qu'à appeler Think Africa, donc où on pense l'Afrique autrement, on pense au transfert des compétences. Je ne vais pas revenir, enfin j'en ai déjà parlé en fait sur le plateau. L'équipe de M. Berthet est allée en Suisse. Il y avait une machine qui était un prototype. C'est des ingénieurs qui sont allés et qui aujourd'hui est devenue une machine qui a eu le prix européen de Clean Tech, c'est-à-dire le summum de la technologie. Alors que fait cette machine?
elle traite de l'eau potable. Et cette machine a été pensée, mais quand je dis pensée, réfléchie avec des ingénieurs africains. Donc aujourd'hui, on a aussi, il faut dire... Qui porte le brevet aujourd'hui d'ailleurs au passage. Le brevet est porté par la société, mais les ingénieurs ivoiriens ont été formés. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont compétents en Afrique, qui sont là, que ce soit des femmes qui ont fait des études. Et je vais revenir encore, quand on dit oui, elle est là pour le politique, mais cette femme, elle est PCA quand même, elle est présidente d'une structure, c'est à elle aussi de penser à ça. Parce que si elle vient là juste pour dire, voilà, je viens pour meubler le truc, pour être le pot de fleurs. Mais vous savez, penser à ses sœurs dans un environnement d'hommes, et monsieur qui nous appelait pour parler du Congo en disant madame était chargée de l'électricité et n'a rien fait. Pardonnez-moi, monsieur, si elle était entourée d'hommes qui lui disaient de faire ce qu'elle ne voulait pas faire, je ne vois pas comment elle aurait pu réussir dans sa mission non plus. Monsieur en Allemagne, bonjour. Bonjour, madame Lady. Nous vous écoutons. Bonjour. Frédéric, depuis l'Allemagne, je vous appelle toujours là. Nous vous écoutons, monsieur. Bon, voilà, je suis content des sujets que vous débattez le plus souvent. Et bon, ça me fait toujours plaisir quand vous entendez parler, quand je vous entends débattre, quoi. Alors, bon, mon problème, c'est que je comprends que la place de la femme doit être un peu au-dessus de là où ça se trouve aujourd'hui. Mais je déplore aussi le désordre dans lequel les femmes, entre elles-mêmes, s'organisent. Je viens du Cameroun, je viens de Bassamba, qui est un petit village de l'ouest du Cameroun. Je connais ce problème d'eau depuis ma naissance. Je l'ai eu à faire, j'ai fait l'école primaire là-bas. Bon, je dis, il y a des sujets que nous n'allons pas débattre aujourd'hui. Parce que franchement, quand on débat pour l'eau aujourd'hui, demain ce serait pour l'air. Demain ce serait pour la vie. C'est vrai, je dis, nous sommes aujourd'hui à un stade qu'on ne devait plus parler des choses pareilles. Et nous voyons en Europe comment ça se passe. Plus on paye les impôts, on voit ce qu'on fait avec, on est content de payer. Mais je dis, en Afrique, il faut que les responsables prennent leurs responsabilités en main. Et je déplore aussi le fait que nous débattons seulement ça ici en Europe. Il faut que Lady, l'équipe de Lady vous écoute, se quitte la France, qu'ils aillent en Afrique, dans les pays africains, pour émettre avec les gens qui sont sur place, qui vivent le problème. Je ne vis pas ce problème-là aujourd'hui parce que je suis ici. Je parle des gens qui sont là-bas, pour les gens qui sont là-bas, mais je dis, celui qui vit ce problème est mieux placé pour vous dire que bon, voilà. Bon, je dis, c'est l'expérience que j'ai eue il y a de cela 20 ans. Parce que je suis en Europe depuis, mais celui qui vit ce problème-là aujourd'hui ne fait plus de la même manière que je vivais là-bas. Dans mon village, par exemple, excusez-moi d'être un peu long, dans mon village, par exemple, à Bassamba, franchement, on a parlé d'eau et d'eau et d'eau. Il y a eu le don des Japonais, qu'on a mis des pompes partout, mais qui n'a jamais fonctionné. Une fois ça a fonctionné, puis c'est tombé en panne, on n'a plus jamais fait ça. On part puiser au marigot, on part puiser dans les sources, on part... Bon, de toutes les façons, moi je vous dis, notre pays, notre continent, l'Afrique, Dieu vit là-bas. Merci, Dieu vit là-bas. Donc laissons tout ça là, c'est Dieu qui va nous sauver de tout ça là. Merci, amen. Merci monsieur. Alors, sachez qu'il existe comment dirais-je, un laboratoire itinérant d'action sociale de proximité qui ne porte autre nom que la télécaravane Lady vous écoute, qui consiste effectivement à aller sur le terrain en Afrique, et nous l'avons eu fait, et nous sommes comme tout le monde, il faut des fonds pour pouvoir déplacer toute la logistique pour pouvoir y arriver à chaque fois, mais ça participe effectivement de notre mission. Je voudrais qu'on en revienne aux participants de cette rencontre. Je le rappelle donc demain vendredi 30 mars de 14h à 12h à 18h au pavillon de l'eau. Il est des hommes, des femmes et il y a donc une dame qui a ce projet de bidon ergonomique. J'aimerais bien qu'on en parle succinctement. Alors, justement, à cette conférence-là, il y aura aussi des femmes. Donc, il y a des femmes qui sont ambassadeurs, qui sont là, et aussi qui ont le souci du traitement de l'eau potable dans leur pays. Donc, il y aura l'ambassadeur du Ghana, du Ghana en France. Et il y a aussi une jeune fille qui est d'origine colombienne, donc qui est architecte d'intérieur et designer, et qui a dessiné un bidon qu'on peut porter sur le dos avec des sangles
Donc comme un sac à dos. Comme un sac à dos. Un bidon à dos. Un bidon à dos. Et on est allé justement avec ce projet-là, on est allé rencontrer M. Berthet et son équipe en Côte d'Ivoire et il est prêt à faire une étude de cas aussi pour soulager. Donc on est toujours dans le sens de soulager. Donc c'est encore un projet à valeur ajoutée pour pouvoir soulager les femmes. Parce que l'eau, et ces bidons, ce qui est bien, c'est que l'eau reste potable. Parce que ce bidon, vous pouvez le mettre dans votre frigo, vous pouvez le poser sur la table. Vous pouvez, quelle contenance le bidon? Jusqu'à 25 litres d'eau. Parce que je voulais vous épingler là-dessus. On sait en France que le cartable des enfants à l'école pèse sur le dos, donc toute ergonomie respectée. 10 litres sur la tête, enfin, personnellement, je préfère les avoir sur la tête en équilibre que sur le dos. Je pense que l'étude a été faite parce que quand vous l'avez sur la tête, il y a aussi quand même pas mal de problèmes. L'eau, elle ne reste pas potable, alors que dans le bidon, l'eau est potable. Et vous pouvez porter 12 litres d'eau, vous pouvez Nous sommes d'accord pour l'eau, la quantité que vous voulez. Mais sommes-nous d'accord pour la porteuse? Oui. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut faire une étude de cas sur le terrain avec les femmes pour voir... Vous savez, le port de tête de l'Africaine en équilibre comme ça sur les épaules, c'est aussi... C'est très beau. Nous allons revenir à vous. Monsieur, en Allemagne, nous vous écoutons. Est-ce que nous sommes en Allemagne? Je ne sais plus, nous sommes à Londres, peut-être. À Londres, oui. J'appelle de... Oui, monsieur. Oui, j'appelle de Newcastle maintenant. Oui. Ouais, je voudrais faire attention à fait, deux invités. Est-ce que c'est pas possible que le gouvernement ivoirien, particulièrement, puisse, ou du moins en Afrique, je voudrais dire, puisse diminuer, vous voyez, le budget de certains ministères pour qu'on règle une fois de bon le problème d'eau. Parce que ce monsieur qui est là, je ne m'en prends pas en lui, mais je lui dis de transmettre réellement ce que nous disons fidèlement au président de la République, prendre en fait des décisions très importantes, ou même à tous les présidents d'Afrique, parce que les dire vous faites un bon travail, on vous aime parce que vous êtes une femme battante. Ça, je dis votre chapeau. Merci. Mais il faudrait que les gens qui viennent à longueur de journée faire des émissions avec vous apprennent à comprendre, à voir, à savoir que l'eau, c'est la chose élémentaire dans le monde entier. Vous voyez, on prétend aimer la femme, on prétend aimer les enfants. Il y a des femmes, des chefs d'État qui ont des associations qui, à longueur de journée, font des dons, mais il n'y a pas d'eau. Même quand on va dans les hôtels, il n'y a pas d'eau. Pourquoi ne pas se rabattre sur l'eau? Pourquoi ne pas faire un plan? Donc, moi, ma proposition, en tant qu'un Ivoirien, c'est de diminuer le budget de certains ministères pour garder, en fait, pour sauvegarder cette population au niveau d'eau. Et ma deuxième remarque, je voulais savoir combien coûte l'eau potable pour faire soit un puits ou je ne sais pas, quelque chose d'eau potable, combien coûte, si c'est en francs CFA ou bien en euros, qu'on nous dise combien pour qu'on fasse une évaluation et que ce monsieur nous a dit il nous a donné quelques points de coût d'eau qui reste à projet et de multiplier pour connaître si c'est au moins 20 milliards pour que les gens puissent mobiliser ces moyens pour qu'on fasse plus fois plus bon. Et mon troisième point est tous les jours en Afrique, on nous parle des bailleurs de fonds. Où sont ces bailleurs de fonds? Est-ce que les pays africains n'ont pas les moyens? Parce que c'est comme si vous et moi, nous travaillions, nous avons travaillé dans le privé ou dans le gouvernement, nous faisons nos affaires ou notre budget selon ce que nous avions. Vous voyez, selon nos salaires. Vous les dites, vous travaillez, vous avez un salaire et vous faites votre budget avec votre famille en fonction de ce que vous gagnez. Pourquoi les pays africains qui, à tout moment, à tout bout de champ, parlent de bailleurs de fonds? Pourquoi ne pas réellement mobiliser les moyens avec ces moyens que nous avions en Côte d'Ivoire ou en Afrique? Merci, merci monsieur, merci pour vos recommandations. Alors, monsieur nous dit, est-ce que les bailleurs de fonds sont des gens qui baillent à fond et on ne voit jamais rien se faire? Deuxièmement, il vous charge d'une haute mission, à savoir dire au président de la République en Côte d'Ivoire que les compatriotes sont disposés à participer à cette levée de fonds. C'est aussi pour cela que nous sommes là.
Et troisième point, je voudrais vous laisser réagir à ce qui a été dit, à ce qu'il nous dit et depuis avant par les autres personnes aussi. Tout à fait. Quand je vous remercie, bon, ce que je voudrais dire, c'est que concernant la prise de conscience des dirigeants, elle est déjà faite. Parce que je pense que le problème de l'eau, il n'affecte même pas que les femmes. Ce que je peux vous dire, c'est peut-être une révélation. Vous savez, 50% des enfants qui décèdent entre 0 et 50 ans, et pardon, de 0 et 5 ans, c'est dû à des problèmes d'ordre hydrique, tout simplement. Ne serait-ce que ça. Donc, ça peut vous dire. Donc, manque d'eau ou de mauvaise qualité. Ou de mauvaise qualité. Ouais. Voilà. Donc, j'ai dit là-dessus, les gouvernants sont sensibilisés au point qu'aujourd'hui, comme je vous ai indiqué, des investissements ont été maintenus, ont été obtenus. Ils sont en cours d'exécution. Comme je vous ai dit aujourd'hui, c'est vrai, c'est un problème lié au manque d'investissement. Mais aujourd'hui, pour ce qui concerne le Grand Abidjan, qui a vraiment les plus grosses difficultés, parce qu'un tiers de la population abidjanaise n'a pas d'eau, les financements sont bouclés, ou presque bouclés. C'est le délai d'exécution aujourd'hui qui nous pose problème. Maintenant, ce que je puis dire aussi, c'est que le gouvernement n'est pas... Tous les investissements qui sont faits ne sont pas que par des bailleurs de fonds. Nous venons tout dernièrement d'inaugurer un château d'eau de 5000 m3 à Abidjan, qui a été entièrement financé par l'État. Et là-dessus, il y a des actions qui sont faites. Ça, c'est ce que je voulais dire. Bon, maintenant, en ce qui concerne le coût de l'ensemble des investissements qu'il faut faire, j'ai annoncé donc en début d'émission que pour régler l'ensemble de ces problèmes-là, il fallait l'équivalent d'1 milliard d'euros. Et ce milliard d'euros, il servira à rétablir la continuité de service. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les endroits qui avaient de l'eau qui ne l'ont pas vont commencer à l'avoir. Il servira également à faire des extensions, c'est-à-dire de renforcer la capacité de certains endroits qui n'avaient pas de l'eau. Et la troisième action à faire, du développement, c'est-à-dire faire poser des canalisations donc pour drainer, pour irriguer, n'est-ce pas, les zones non atteintes par l'eau. Et tout cela, tout secteur confondu. Donc, pour nous, nous estimons que le gouvernement est suffisamment conscient de la situation et nous craignons de ne pas être l'autorité qu'il faut pour n'est-ce pas, attirer l'attention de notre hiérarchie. Donc, moi, ce que je peux dire, sans être vraiment en guise de conclusion, c'est que nous avons de l'espoir. Nous pensons que nous sommes sur le bon chemin. Il y a des sujets qui ont été évoqués, ça et là, relatifs donc à des incidents concernant le fonctionnement de certains réseaux d'adduction d'eau, oui, où on a par exemple un tuyau qui est cassé, je ne sais pas, au Cameroun, etc. Moi, je voudrais m'interroger qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en général, en Côte d'Ivoire, dans le secteur de l'hydraulique urbaine, en fait, l'eau pour les grandes villes, il y a un contrat que l'État ivoirien a signé avec un opérateur privé qui a donc la maintenance de ces installations-là. Donc, lorsqu'il y a des difficultés comme ça, ce maintenancier est saisi et il fait le nécessaire. Donc, les cas qui ont été soulevés ça et là, peut-être c'est beaucoup plus de savoir comment fonctionnent les systèmes, je dirais, d'alimentation en eau potable de ces villes-là, de ces pays-là qu'autre chose. En tout cas, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous pensons que le système, il est assez bon, il est certainement amélioré, mais nous n'avons pas ce cas de dysfonctionnement. Mais c'est juste le paradis chez vous, alors, parce que... Non, pas le paradis. Pas le paradis, madame. Mais je pense que nous pensons que les choses vont sur le bon. Plus que 15 minutes avant la fin de cette émission, nous continuons à parler de l'eau pour tous. L'eau, si j'étais avec vous dans Think Africa, j'aurais marqué l'eau pour toutes, parce que bon, nous ne nous voyons pas apparaître là, on nous parle des masculins qui l'emportent sur le féminin. Ce que nous savons, c'est que les corvées restent les corvées pour les femmes. Vous me disiez que vous attendiez une centaine de personnes à cette rencontre. En préparant cette émission, désormais, nos téléspectateurs sont informés. Peut-être que vous allez avoir, nous l'espérons en tout cas, bien plus de personnes que cela. L'accès à cette rencontre est gratuit, bien sûr. Elle est gratuite. Alors, on va rappeler l'adresse 77 avenue de Versailles. C'est dans le 16e arrondissement à Paris. C'est demain, vendredi 30 mars 2012, de 14h à 18h. Qu'attendez-vous des participants d'ailleurs? Qu'ils viennent écouter ce que diront les conférenciers. Y a-t-il un jeu de questions-réponses comme nous faisons sur ce plateau? Donc, ils viennent écouter. Donc, à cette conférence-là, donc, il y aura M. Berthet, il y aura l'Agence française du développement, donc, qui va nous parler aussi de l'aspect comment eux accompagnent sur le plan financier, ouais, comment ils les accompagnent les pays. Il y aura aussi des industriels qui seront là. Donc ce serait aussi l'occasion
de venir et de poser des questions, de demander, voilà, aujourd'hui j'ai tel problème dans mon village, ou enfin poser toutes les questions. Donc les personnes qui ont des projets peuvent venir poser et échanger avec ces personnes sur place. Quand bien même elles ne seraient pas membres de votre ONG, ces personnes-là. Tout le monde est invité à la conférence. C'est aussi l'occasion pour madame qui nous a appelé tout à l'heure et qui voulait rentrer en contact avec vous, de vous rencontrer. De me rencontrer et de venir à cette conférence-là. Ce serait l'occasion de me rencontrer et de rencontrer aussi d'autres personnes qui seront là. Donc on n'a pas de critères. Tout le monde est invité. Alors, on a quand même ressenti un certain agacement de cette question d'eau parce qu'on a tous un robinet sous le nez qui ne veut pas donner de l'eau et tout le monde en a juste ras-le-bas. Alors, quand on voit l'agacement général des hommes, surtout, encore une fois, alors que ce n'est pas eux qui vont chercher cette eau, on peut imaginer celui des femmes qui, quand il n'y a donc pas d'eau, doivent s'organiser quand bien même elles ne sont pas dans les campagnes, elles sont dans les zones urbaines. Il faut donc, à l'échelle domestique, faire un jeu de bidons, de ceci, de collecte d'eau, d'autres turpitudes encore au privé. Et moi, je continue à espérer que les femmes seront nombreuses dans les rencontres comme les vôtres, dans les ONG comme vous faites, que vous n'inviterez pas que monsieur, mais aussi madame la PCA, parce qu'elle sait ce que c'est que d'aller chercher de l'eau. Elle, là, je provoque monsieur volontairement. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça n'était pas une question d'argent et vous me disiez un proverbe qui dit que si l'argent poussait sur les arbres... J'ai dit ça à quel moment? Un proverbe À quel moment ai-je dit ça? Avant de rentrer sur le plateau, vous nous avez confié un proverbe que je voudrais partager avec nos téléspectateurs. Donc, si l'argent poussait sur les arbres, disiez-vous, les femmes seraient mariées à des singes? Non, pas jusque-là. Oui, non, ça allait plus loin que ce que je pensais, peut-être. Non, c'est pas ce que je voulais. J'aurais bien voulu partager ce proverbe quand même, parce que la question était, bon, si c'est une question d'argent, quand on parle de gestion de l'eau, là où il y a des points d'eau, des puits, on ne sait pas toujours où est-ce que va l'argent quand enfin le point d'eau est mis. Et dernier point, monsieur nous disait, les femmes sont désordonnées. Hein, j'ai bien entendu, il a dit, les femmes sont désordonnées. Le point d'eau, marigot, fontaine publique, puits dans le village, reste un lieu de socialisation dans une certaine configuration. Est-ce que vous pensez que c'est un drame si chacune a un robinet chez elle? Est-ce que les femmes vont moins se fréquenter à cause de cela? Il y a d'autres choses, il y a le marché, le téléphone et les réseaux sociaux. Enfin, je pense que le point d'eau, quand même, comme vous le disiez là tout à l'heure, le point d'eau est central. Hein. Même quand elles vont à la pompe, elles se retrouvent là aussi. C'est l'occasion d'échanger, de discuter, de parler aussi des petits soucis qu'elles ont. Donc, mais il faut améliorer ce point d'eau-là pour leur donner quand même de l'eau potable pour qu'elles puissent, que les enfants de 0 à 5 ans qu'on ne les perde pas, mais au moins qu'ils puissent avoir de l'eau potable. Voilà. Et que la sociabilisation des femmes, c'est clair que quand je suis derrière mon robinet ici à Paris, je n'ai pas de contact avec ma voisine. Vous êtes comme ça derrière votre robinet parce que vous parlez au téléphone. Ça, c'est un geste que les femmes connaissent. Elles font tout comme ça désormais, oui, voilà. Parce qu'elles sont au téléphone. Voilà, donc on est au téléphone et le téléphone ne remplace pas l'humain. Nous allons prendre un appel. Je vous avais oublié, j'en suis fort désolée, j'en m'en excuse bassement et platement. L'attente a été très longue. Merci d'avoir été patient. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis M. Meïté, originaire de la Côte d'Ivoire. Alors, je tenais à remercier les deux invités qui sont sur votre plateau. Et le monsieur a soulevé un point tout à l'heure qui n'est pas faux avec tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et les infrastructures de l'eau n'ont pas été entretenues et tout, donc ça on comprend. Mais il y a une question que moi j'aimerais poser. Et Madame Lady, vous dites souvent que si les femmes étaient un peu à la tête des choses, est-ce que ça n'aurait pas changé? Mais ce que moi je voulais vous dire, c'est que en fait c'est l'être humain qui est un peu égoïste. Même les femmes qui sont ministres, machin et tout, une fois qu'elles ont leur fonction, elles ne connaissent plus ce qu'on appelle aller chercher de l'eau. Donc moi, je pense que au XXIe siècle, on ne devait pas encore parler d'eau, et surtout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays où il y a la sécheresse et tout. Non, il pleut nuit et jour là-bas. Donc c'est un peu aberrant que jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'on nous parle de pénurie d'eau, d'aller ci et ça, alors qu'il pleut tous les jours. On ne peut pas faire toute une semaine en Côte d'Ivoire sans qu'il n'y ait de la pluie. Donc, ce que moi, j'aimerais dire au monsieur qui est à côté, c'est vrai, vous avez le fond, machin et tout, et vous avez tout ce qui va avec.
Mais vous savez qu'en Afrique, quand on donne 10 francs pour faire un bout de quelque chose, les 10 francs, la personne qui les reçoit va prendre 5 francs. Celui qui va prendre après va prendre la moitié des 5 francs jusqu'à ce que celui qui est censé faire les travaux se retrouve avec 1 centime. Il ne peut pas aller au-delà du projet qui lui a été confié. Donc c'est toujours comme ça. Donc ce qu'on aimerait maintenant, est-ce que c'est pas mieux de mettre un organisme qui n'a rien à voir avec l'État pour s'occuper de ces choses-là? Parce que tout le monde sait que dans le gouvernement africain, dans tous les gouvernements de l'Afrique, la corruption est tellement là que vous allez débloquer toute la volonté du monde. Vous savez très bien que quand ça tombe dans la main de l'homme africain qui a déjà planifié d'acheter le dernier 4x4 à la mode, le projet n'ira nulle part. Donc pour moi, que ça soit une femme ou un homme, et je veux aller encore plus loin. Est-ce que c'est pas mieux de prendre des entreprises européennes, leur payer de l'argent pour qu'ils aillent faire le truc du début jusqu'à la fin? Parce que nous-mêmes, on ne le fait pas. Il suffit qu'on débloque les fonds, on bouffe. Merci, merci monsieur. Merci pour votre longue intervention, aussi longue que l'attente que j'ai dû vous faire subir. Merci pour ce que vous avez apporté. J'aurais souhaité, avant la fin de cette émission, que nous abordions, enfin plutôt que je vous donne lecture de 2-3 points. Alors, la source de ces informations, c'est l'équipe 7 qui travaille sur les projets objectifs du millénaire sur l'eau et l'assainissement. Donc, daté de 2005 quand même, la pertinence des lots et des femmes. Les femmes, l'eau et les objectifs de meilleurs services en eau allègent le travail des femmes, nous le savions déjà, leur faisant gagner du temps, c'est très bien pour toute la famille. Ce temps libéré leur permet de s'investir dans des efforts productifs, des formations pour adultes, des activités qui renforcent leur participation et leur permettent de profiter de loisirs. C'est quand même mieux d'aller papoter chez la copine sans que ce soit une obligation de corvée. L'accès facile aux installations d'eau et d'assainissement permet d'augmenter l'intimité. Messieurs, vous avez compris, si madame va moins chercher de l'eau, c'est tout bénef pour vos petits 4x4 en se regardant dans le blanc des yeux. Permet d'augmenter l'intimité et de diminuer les risques de harcèlement et d'agression sexuelle envers les femmes et les filles qui vont chercher de l'eau, car ça n'est pas une vue de l'esprit sur le chemin du marigot. Il peut se passer autre chose et on peut ramener un bébé en plus de son seau d'eau. Donc, autant de points que j'aurais voulu vous laisser défendre avant la fin, les quelques minutes qui nous restent. Tout à fait. Tout à fait. Bon, je pense que ce qui est dit est juste, hein, parce que il faut la forme achevée en fait de l'approvisionnement en eau potable des populations, c'est d'envoyer le robinet jusque dans la maison. Donc, si vous voulez, la théorie qui consiste à dire que le fait que le robinet soit à un point central et que ça permet de renforcer les relations sociales, pour nous, c'est pas... C'est de l'anthropologie voilà. dans un sens seulement. Tout à fait. Donc, ça va résoudre effectivement le problème des femmes qui vont chercher de l'eau à perpète et puis, bon, pour aussi dire tout ce qui peut arriver. Risque d'arriver. Voilà, risque d'arriver. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'effectivement, ça va dans le même sens. Hein. Il faut faire des investissements pour approcher, je dirais, les personnes au point d'eau, mais pas l'inverse. Il ne faut pas que les gens aillent chercher l'eau, il faut que l'eau vienne plutôt... Il faut que la montagne se déplace. Voilà, tout à fait. Maintenant, il y a un sujet qui a été touché par M. Meïté. Hein. Effectivement, il me conforte dans ma thèse. J'avais dit qu'au niveau de l'Afrique, on a la culture que l'eau est gratuite. Parce que, bon, il vient de dire, hein, il pleut, il y a beaucoup d'eau en Côte d'Ivoire, pourquoi on n'a pas d'eau? Mais l'eau qui arrive du ciel, ou de la lagune, ou des étangs, c'est pas une eau, voilà, elle n'est pas traitée. Donc, elle a besoin d'être traitée. Donc, de ce point de vue, il y a des investissements qu'il faut faire. Donc, je voudrais dire à M. Meïté que ce qu'il dit est juste, mais en fait, on parle d'eau potable, on ne parle pas d'eau. On parle d'eau potable. Donc, voilà, à ce niveau, on a des problèmes. Maintenant, il a soulevé un problème qui est extrêmement important, qui est celui de l'organisation même des points d'eau. Parce qu'il a dit quelque chose de juste. Lorsqu'on donne 10 francs ou 5 francs à quelqu'un pour entretenir le point d'eau, lorsqu'il s'agit d'entretenir ce point, peut-être que les 10 francs ou 5 francs qu'on lui a donnés ne sont plus là où ont été utilisés pour faire des choses nobles, hein, quelquefois, à l'organisation des funérailles, par exemple, qui sont des choses extrêmement importantes dans notre milieu. Et le gouvernement ivoirien, effectivement, a compris qu'il fallait peut-être organiser cet entretien. Et à ce jour, est en train de mettre en place un contrat qui va être signé avec un opérateur qui est connu, qui pourra entretenir l'ensemble de tous ces points d'eau-là. Et disons, ça va un peu enlever, ça enlèvera même le souci aux dames. Elles n'auront même plus la maintenance, elles auront tout simplement l'information à passer aux autorités que cette pompe-là ne marche pas. Ça sera leur rôle.
et la maintenance sera faite par cette structure. Et dernier point, monsieur disait des sociétés étrangères. Alors, c'est un peu mitigé. D'aucuns réclament des sociétés étrangères pour gérer certaines choses localement. D'aucuns décrivent la présence de ces sempiternelles sociétés étrangères pour gérer les choses. Et on est un peu comme cela entre je t'aime moi non plus avec ces personnes venues d'ailleurs, ces institutions notamment. Nous allons prendre notre dernier appel au téléphone. Vous êtes dans le 77. Madame, bonjour. Allô, allô? Allô? Nous écoutons. Oui, bonjour madame. Bonjour. Je vous appelle, il est bien vrai, je n'ai pas suivi l'émission dès le début. C'est très grave. J'essaie, voilà, ce que je voulais dire, c'est que au Cameroun, je connais un village où on a aménagé depuis longtemps les circuits d'eau. Et ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans aujourd'hui, on n'a plus de l'eau. Et bien avant, on avait remis la gestion du château à un monsieur qui était dans le village bien placé. Et c'était que s'il avait un peu un petit problème avec des gens d'un quartier, c'est que fermait les robinets. Les gens de ce quartier-là n'auront pas d'eau. Ah bah oui. Alors. Donc, il distribuait l'eau selon... il avait les quartiers où il mettait en priorité. Si c'est dans son quartier, il y a de l'eau. Si c'est dans un quartier où il y a ses connaissances, il y a de l'eau. Et jusqu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Ça veut tout simplement dire que c'est vous les Européens qui feront des choses pour nous, quoi. Parce que pour que ça marche, il faut qu'on donne la gérance à un Européen parce qu'il n'aura pas de parti prise. Merci madame. Merci madame. Alors, encore faut-il se demander si le monsieur blanc ou noir qui est à la tête de ce système va laisser les robinets ouverts s'il ne réussit pas à obtenir les faveurs d'une dame qui passe par là. C'est un autre débat, c'est une autre émission. Nous sommes au terme de celle-ci. Je voudrais chacun vous laisser le mot de la fin. Je commence par vous, madame. En tous les cas, je tenais encore à vous dire merci de nous avoir invités sur le plateau pour parler justement de la question de l'eau. Là, on se rend compte que chacun est touché vraiment par ce problème-là. Donc, je profite aussi pour inviter encore tous ces auditeurs-là à venir demain après-midi à la conférence et continuer à poser leurs questions et aussi, peut-être après, une fois qu'on aura pris contact, à continuer à réfléchir sur la question de l'eau. Voilà. Monsieur Berthet. Oui, je m'associe donc au remerciement de Mme Crossade. Moi, je voudrais qu'on ne retienne pas de cette émission que nous avons dit quelque part que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'investissement pour le secteur de l'eau. Ce qu'on a voulu dire, c'est que tout simplement, il y a des investissements qui sont en cours pour lesquels les délais d'exécution des programmes sont assez longs. Mais j'ai dit très clairement que pour réduire de moitié, c'est-à-dire pour atteindre la cible 10 des objectifs du millénaire pour le développement, il fallait à la Côte d'Ivoire 1 milliard d'euros pour régler l'ensemble des problèmes d'eau. Je vous remercie. Nous espérons que cette discussion aura suscité la réflexion, que la réflexion va continuer dans vos chaumières, que vous allez avoir des initiatives. Si vous voulez participer à cette aventure aussi, c'est l'occasion de vous joindre à ces organisateurs-là demain, donc 30 mars 2012, de 14h à 18h, au pavillon de l'eau. Je voudrais vous communiquer une adresse internet, un site internet, celui de Think Africa, www.thinkafrica.org, afin de pouvoir continuer avec la Société des eaux au Cameroun a pour slogan « L'eau, c'est la vie ». Alors, pensez-y. Au revoir.